Vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le Togo revit son plan stratégique de migration professionnelle, une terminologie qui semble être nouveau pour certains, d'où notre curiosité ce soir de mieux comprendre la terminologie et ses composantes. Tchazina Mbaga, dans un instant, nous donnera plus de précision. Dans ce journal également, nous célébrons le MIFA après 3 ans d'exercice, un outil innovant de financement et de structuration du secteur agricole. 3 ans après, son impact est toujours significatif et les bénéficiaires même en témoignent. Nous parlerons enfin littérature avec la pièce de théâtre Le Trône Royal de Monseigneur Nicodème Barriga, archevêque de Lomé. L'ouvrage retrace la succession du roi et les rites qui vont avec en Afrique. Le livre du mois dans le café littéraire, on en parle. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 20h. Le Togo, comme annoncé, revoit son plan stratégique de migration professionnelle. Une obligation aujourd'hui pour les experts du ministère de la fonction publique de faire l'état des lieux des fonctionnaires qui passent d'une situation professionnelle à une autre. L'exercice du jour va couvrir la période de 2018 à 2022. Le point avec Tchazina Mbaga. Première rencontre du comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration professionnelle. Les différents acteurs sont appelés ici à présenter leur rapport d'activité afin de capitaliser les acquis et minimiser les contraintes. Le Togo s'est doté d'une stratégie nationale de la migration professionnelle pour la période 2018-2022. Et il y a eu aussi un plan d'action qui a été mis en place. Et dans le processus, il est question qu'il y a un comité de suivi de la stratégie de la migration. Donc c'est cette réunion qu'on tient aujourd'hui. Et on la tient avec les acteurs qui sont membres de ce comité-là pour essayer de faire la situation, l'état des lieux, des actions qui sont menées par les structures impliquées, les structures concernées par la stratégie et essayer de réagir sur le tir s'il y en a et de tirer des conclusions. Les assises vont permettre également d'analyser la poursuite de l'opérationnalisation du plan d'action de la stratégie dans le contexte de la pandémie du coronavirus et de recueillir des recommandations pour l'amélioration de la mise en œuvre de la stratégie. Le secrétaire général représentant le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a salué la tenue de cette rencontre qui va servir à constituer une base de données dans la perspective de l'évaluation finale de la stratégie en 2022. Le Togo bénéficie dans ce processus de l'accompagnement de l'Union européenne, de la CEDEAO et du gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Sans transition, allons maintenant en savoir un peu plus sur la migration professionnelle. Quand est-ce qu'on parle de migration professionnelle? Quels sont les types de migration et les avantages qui vont avec? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce dossier de la rédaction, signé Tchazina Mbaga. Selon l'Organisation internationale du travail, 164 millions de personnes dans le monde sont des travailleurs migrants. Encore appelés diaspora, ils sont présents dans tous les pays, aussi bien riches qu'à faible revenu. La migration professionnelle, c'est le mouvement des Togolais, par exemple, qui vont à l'extérieur à la recherche de l'emploi. Et aussi ceux-là qui viennent aussi au Togo pour la recherche de l'emploi aussi, c'est aussi la migration professionnelle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements, aussi bien du Togo vers l'extérieur et de l'extérieur vers le Togo également. On voudrait que cette immigration soit une migration régulière. En effet, lorsque la migration professionnelle est faite de façon régulière, c'est-à-dire avec les papiers, elle présente nombre d'avantages, autant pour le pays de départ que le pays d'accueil. Lorsque nous parlons par exemple de la diaspora togolaise à l'extérieur, le transfert des fonds vers le Togo enrichit aussi bien le Togo que les familles des migrants.
Et ces fonds-là peuvent aussi servir à créer des entreprises pour notre pays. Il y a aussi le transfert des technologies, d'autant plus que ce n'est pas dit que ceux-là qui quittent, par exemple, le Togo pour l'extérieur, sont des têtes fêlées. C'est aussi des grands, c'est des grands intellectuels qui peuvent aller vendre aussi, c'est-à-dire leurs connaissances ailleurs. Le plus souvent, les candidats à la migration professionnelle, par ignorance ou par contraintes liées à la question d'obtention de visa, choisissent des voies tortueuses, s'exposant du coup à des conséquences fâcheuses. Lorsque les gens quittent pour l'extérieur et qui n'ont pas de pièces d'identité, par exemple, ils sont passés par des couloirs, soit dans le pays de destination, ou soit même dans le pays de transit. Il y a la violation des droits de l'homme. Il y a des gens, ça dit qu'on raquette. Il y a d'autres qu'on enferme, et d'autres même sont même expulsés. On a connu des Togolais qui ont été expulsés. C'est dans le souci de préserver les migrants professionnels du Togo de ces mésaventures douloureuses que le gouvernement a doté le pays d'une stratégie nationale de migration professionnelle depuis 2018. Cette stratégie fait la promotion de la migration professionnelle régulière. Dans le reste de l'actualité, le Togo dispose depuis hier d'un centre de supervision et de contrôle de la qualité de service des opérateurs mobiles sous la supervision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le centre permettra d'identifier les problèmes ou les dysfonctionnements sur les réseaux de téléphonie mobile en temps réel. La cérémonie inaugurale dans ce compte-rendu de Clarisse Atikle. Depuis cette salle équipée d'écrans connectés, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP va pouvoir détecter toute panne ou dysfonctionnement sur les réseaux de téléphonie mobile. Ainsi, elle pourra alerter l'opérateur concerné afin que le problème soit réglé rapidement. Lorsque vous passez des appels, vous avez des fois des coupures. Il y a un indicateur qui permet de qualifier le taux de coupure qu'on peut avoir sur un réseau. Ces données montreront des dysfonctionnements. Ces opérateurs seront chargés de remonter l'information pour que les dispositions idoines soient prises. Il s'agit de la régulation par les données et cela se passe au Centre de contrôle et de supervision de la qualité de service de l'ARCEP. Avec sa plateforme OMCR, l'ARCEP concrétise son engagement à digitaliser son processus de régulation. Plus besoin d'envoyer des techniciens sur le terrain et le consommateur n'aura plus à appeler l'opérateur pour signaler le mauvais fonctionnement du réseau ou qu'il soit sur le territoire. L'ARCEP reste toujours en veille. La plateforme OMCR, directement reliée aux plateformes des opérateurs de manière non intrusive et en toute sécurité, procède à une véritable extraction des données brutes. Dès lors, l'autorité de régulation a désormais la capacité de disposer de façon automatique et quasiment en temps réel des mêmes données que les opérateurs qui ne peuvent pas, par conséquent, faire l'objet d'une contestation du fait de leurs sources sincères, crédibles et fiables. De fait, tout en automatisant et en fiabilisant son contrôle et suivi de la qualité de service, l'autorité de régulation concrétise par la même occasion son engagement et l'intérêt qu'il porte aux préoccupations des consommateurs. Pour ce faire, l'ARCEP s'est doté d'outils et d'infrastructures technologiques répondant aux standards internationaux, ce qui fait d'elle la première institution en Afrique de l'Ouest à disposer de 2 chaînes de mesure de la qualité de service offertes par les opérateurs de téléphonie mobile. Le point de départ, c'est les infrastructures. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez acquis des équipements de contrôle. Vos équipes sont déployées constamment sur le terrain. Il y a un travail de régulation qui est mis en œuvre pour que la population soit contente. Et l'engagement du régulateur, c'est que tous les territoires du Togo soient couverts et que tous les Togolais aient accès au très haut débit. L'ARCEP anticipe ainsi sur la qualité des services rendus aux consommateurs tout en œuvrant pour qu'elle soit chaque jour un peu plus améliorée. Le digital s'invite aussi dans les méthodes de travail de l'Institut national d'assurance maladie. L'institution veut désormais gérer ces informations ou les données à travers le digital pour un service de qualité. Le compte-rendu du lancement officiel de la mise en exploitation de ce logiciel avec Clarisse Atikle.
La transformation digitale au Togo est en marche et l'Institut national d'assurance maladie INAM y adhère. Pour plus d'efficacité dans ses actions, l'INAM adopte le logiciel de gestion intégrée SAP qui lui permet de mieux assurer le contrôle, la gestion des ressources humaines et matérielles ainsi que des informations financières. Lorsqu'on passe une opération au niveau des achats, la comptabilité peut récupérer directement et continuer le processus jusqu'au paiement du fournisseur. Et le contrôle de gestion ou bien le contrôle budgétaire aussi peut le récupérer pour continuer les analyses. SAP est une application ou bien un logiciel qui permet de faire des interfaçages faciles avec les autres applications qui gèrent notre cœur de métier que vous connaissez très bien, la couverture maladie. Que ce soit pour l'immatriculation des assurés où il faut reprendre les cotisants, que ce soit le recouvrement des cotisations, le paiement des prestations, SAP est au carrefour. Gérer toutes les fonctions de l'entreprise dans une base de données unique, c'est de cela qu'il s'agit. Et ce faisant, toutes les parties prenantes de l'assurance maladie au Togo s'en sortent gagnantes. Les processus étant automatisés à fond, ça permet un gain de temps et de productivité. Ça permet également un travail collaboratif. Un membre du personnel qui veut par exemple demander son congé, il y a l'intranet, il rentre dans l'intranet, il demande son congé, il y a un retour. Pour les organes de gouvernance, l'État, le conseil d'administration et le conseil de surveillance de l'INEM, ils sont rassurés qu'à partir de cet outil, ils auront des informations fiables et à temps réel. Pour les prestataires de soins, SAP va nous permettre d'améliorer le délai de paiement de ces prestataires de soins. Pour l'assurer, lorsque le prestataire de soins qui fournit les services de santé est satisfait, il s'occupe mieux de nos assurés. L'innovation s'allie donc à l'excellence pour une meilleure gestion des ressources. Pour en arriver là, l'INAM a bénéficié de l'assistance technique de l'intégrateur Alink Télécom et de l'accompagnement du cabinet Deloitte Togo. Notre contribution, ça a été, en tout cas au niveau de l'initiation du projet, après que la décision a été prise par l'INAM, bien entendu, la partie planification, la partie exécution, accompagner notre partenaire INAM, en tout cas pour la réussite dans l'implémentation de ce projet. Deloitte Togo, nous avons mis à la disposition de l'INAM un certain nombre d'acteurs disposant de compétences variées et surtout disposant de compétences dans les métiers qui rentrent dans le périmètre de l'application. Nous avons eu à assister l'INAM dans la conduite du changement et nous avons eu également à accompagner l'INAM dans la phase de mise en route et de recettes. Aux côtés des populations, depuis bientôt une décennie, l'INAM mise sur la modernisation de son système d'information pour plus de performance. Le choix de l'INAM de se doter de la solution SAP vise à optimiser la gestion de l'ensemble des processus support, à supprimer les multiples logiciels qui fonctionnent jusque-là en silo. Cette solution aura l'avantage de simplifier les tâches avec, pour impact, une amélioration significative de la qualité des services fournis à nos partenaires. Avec le logiciel SAP, l'INAM fait donc une avancée significative et l'Institut ne compte pas s'arrêter avant d'atteindre zéro papier. L'actualité, c'est aussi la réception des magasins d'entreposage des amants de Carité à Kara. L'Alliance globale de Carité et ses partenaires veulent ainsi accompagner les acteurs de la filière Carité de la région à mieux conserver leurs produits. Le compte-rendu de la réception de l'ouvrage avec Nestor Mouzou, notre correspondant sur place dans la région. Ce magasin a été construit à Penzingde dans la Koza. Il est remis officiellement aux acteurs de la filière Carité de la localité. 12 autres magasins ont été érigés dans d'autres localités des régions centrales, Kara et Savane, sur le financement du cadre intégré renforcé. Œuvre à mettre au registre d'une composante du PRATSIFC, programme régional d'appui au développement commercial de la filière Carité.
Ce programme est une intervention de l'Alliance globale du Carité pour établir des collaborations entre les coopératives de femmes et les petites et moyennes entreprises pour intégrer les acteurs de cette filière sur les marchés des amandes, du beurre et des produits cosmétiques, en particulier le savon, en Afrique et en Asie. Un entrepôt au niveau d'une coopérative de femmes, c'est une forte capacité qui leur est donnée d'agréger un volume plus important de produits et donc d'être à un niveau plus élevé dans la chaîne de valeur, de sorte que, avec le magasin, elles peuvent désormais obtenir des contrats avec des entreprises qui, elles, travaillent à l'échelle internationale. Le programme régional d'appui au développement commercial de la filière Carité est exécuté dans 3 autres pays en dehors du Togo. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Le préfet de la COSA, Hemo Badiba Oubakali, a salué la mise en œuvre de ce programme qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de développer les chaînes de valeur agricoles conformément à l'axe 2 du PND pour la transformation structurelle des bases de l'économie nationale. Dans le reste de l'actualité, avec cette rencontre des experts de la stratégie nationale d'engagement qui veulent réguler le secteur du foncier au Togo depuis 3 jours déjà, il se tient ici à Lomé un forum qui tend à définir un plan d'action qui vise à promouvoir la gouvernance foncière. Le compte-rendu des 3 jours d'activité avec Ulrich Amega et Iliagba Nyandao. Les bases de la gouvernance foncière jetées à l'issue de la rencontre avec la stratégie nationale d'engagement. Un plan d'action stratégique 2022-2025 est élaboré à cet effet. Il est structuré en 4 thématiques qui permettront de renforcer et de tracer les grandes lignes des actions à mener. La première, c'est la sécurisation des droits fonciers. Et là, c'est pour sécuriser et les droits individuels, les droits collectifs. Nous pensons régulièrement aux droits communautaires. La deuxième thématique, c'est tout ce qui est solidité de la production agricole. Donc on l'appelle généralement agriculture familiale. Nous voulons renforcer pour que les gens comprennent dans les milieux ruraux que l'agriculture peut être considérée comme une entreprise rurale qui pourra donner du travail à nos jeunes, donner du travail aux femmes. La troisième thématique, c'est tout ce qui est accès des femmes à la terre, équité entre l'homme et la femme en matière de droits fonciers. La dernière thématique, c'est tout ce qui est accaparement de terre. Nous voulons, à partir de la vulgarisation du code, faire comprendre aux populations rurales quel est le contenu de la loi pour que ces populations rurales, ne sachant ni lire ni écrire, puissent comprendre un tant soit peu afin qu'elles rentrent dans le jeu, ce qui est la mise en œuvre du code foncier. Associés dans la mise en œuvre de la sécurisation des droits fonciers, les chefs traditionnels s'engagent aux côtés de la stratégie nationale d'engagement pour la promotion de la gouvernance foncière au Togo. Tout développement se fait à partir de la terre. Et les économistes physiocrates disent que la terre est un bien reproductible, non reproductif. Nous, chefs traditionnels, nous devons nous battre aux côtés du gouvernement pour que le défi soit relevé. Parce qu'après tout, c'est les chefs traditionnels qui travaillent beaucoup plus sur le foncier. Événement marquant de la 3e édition de ce rendez-vous, la remise de colliers et d'un bracelet aux responsables de la stratégie nationale d'engagement en guise de reconnaissance pour les efforts en matière de régulation du foncier au Togo. Un mot de santé dans cette édition avec la campagne de vaccination contre le paludisme aux enfants de 3 mois à 5 ans. On parle ici de chimio-prévention du paludisme. Pour cette campagne, 3 régions sont concernées, Karas, Centrale et Savane. Le compte-rendu du démarrage de la campagne dans les Savanes avec Gérald Agoutou. Les périodes de pluie constituent des moments de vulnérabilité chez les enfants. Pour prévenir les éventuels cas de paludisme au sein de cette couche fragile, le gouvernement togolais lance la campagne de vaccination dénommée chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est une stratégie qui a été mise en place par le programme de lutte contre le paludisme. On vise à réduire la mortalité infantile. Traiter au moins 95% des enfants. L'utilisation des moustiquaires couplée à cette stratégie contribue donc à réduire le nombre de cas de paludisme
dans la population et spécifiquement chez ces enfants. Il s'agit d'une stratégie porte à porte dans les ménages et postes fixes dans les formations sanitaires qui permet également de sensibiliser les populations. J'ai donné un blanc avec un jaune. Et la deuxième jour, je prends jaune. Pour la troisième jour, je prends jaune. Pour éviter le paludisme, on dormait sur le moustiquaire. Les produits qu'on leur donne, c'est une combinaison de 2 molécules. Donc nous appelons en général SPAQ, c'est-à-dire que le sulfate d'oxypyrimétamine plus l'amodiaquine, en quelque sorte. Donc c'est la combinaison de 2 produits pour pouvoir lutter contre le germe dans l'organisme. Il y a ces équipes postées dans chaque formation sanitaire pour traiter ces enfants qui arrivent à l'hôpital peut-être pour d'autres problèmes de santé. Donc, arrivé à l'hôpital, si on se rend compte que l'enfant est en train de faire le paludisme, on traite l'enfant pour le paludisme, mais on ne donne plus le médicament. Parce que ce médicament, c'est un médicament de prévention et non de traitement. On va faire juin, on fera dans le mois de juillet, dans le mois d'août et septembre. Au total, 189 131 enfants de 3 mois à 5 ans seront vaccinés pour le compte de la région des Savanes. L'actualité hors du Togo. En France, le variant Delta du nouveau coronavirus représente entre 9 à 10% des nouvelles contaminations apparues en Inde. Le variant s'est diffusé à travers le monde selon l'OMS. Une panique semble s'installer, mais les spécialistes rassurent. Avec 2 doses de vaccin anti-Covid, on est bien protégé contre ce variant Delta. Reportage France 24. Dans cette EHPAD près de Dax, 23 résidents testés positifs au coronavirus, plus d'un tiers des personnes hébergées, plus 6 membres du personnel. Et un responsable, précise la directrice, le variant repéré pour la première fois en Inde. Les 23 résidents sont touchés par le variant Delta et 3 personnels sur 6 également. Les Landes inquiètent les autorités. Alors que la carte de France des cas de Covid est passée au vert, le département a vu son taux d'incidence remonter au-dessus du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Même si l'épidémie continue de décroître, le variant Delta gagne du terrain. En France, ce variant représente aujourd'hui entre 9 et 10% des contaminations sur le territoire national. Plusieurs clusters ont aussi été repérés dans le Bas-Rhin. Alors ces nouveaux variants doivent-ils faire craindre une 4e vague? Selon un scénario qu'on pourrait qualifier de médian, en fait, on verrait une remontée de l'épidémie vers la fin du mois d'août. Si on atteint une couverture vaccinale de 75% à la mi-août, à ce moment-là, normalement, on devrait pouvoir absorber la vague épidémique sans trop de soucis. Autre arme face aux variants, le dépistage. Si vous voulez vous faire tester, c'est directement avec mes collègues là. À Rennes, où 3 cas de variant Delta ont été repérés, des tests rapides sont proposés dans ce quartier populaire. On ne peut pas prendre le risque de laisser un variant se développer sur une population comme ça, justement, concentrée. Donc il fallait faire quelque chose. Selon une étude européenne, les variants Delta pourraient représenter 90% des nouvelles infections dans l'Union d'ici fin août. Et je vous donne ici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 25 juin 2021, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 788, 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 402, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 258 et le nombre de décès est de 128. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mejiawa. Retour au Togo et nous y sommes déjà pour célébrer la veuve, cette femme dynamique qui, malgré sa situation actuelle, arrive à s'affirmer dans la société. Le Fonds d'Avo, le Fonds d'aide aux veuves, joue toujours sa partition aux côtés de ces femmes. Illustration ce 23 juin, journée internationale de la veuve. Reportage, Ulrich Amiga, commentaire, Abidé Nassimi. Écoute, prise des constances physiologiques et prélèvements pour analyse, les femmes veuves se voient offrir un bilan de santé complet. C'est le Fonds d'aide aux veuves et orphelins Fonds d'Avo qui, en ce jour, les célèbre ici. 11e édition de la Journée internationale de la veuve. La veuve était perdue, la veuve était déprimée et elle était perdue complètement, elle avait perdu tout espoir.
Et lorsque la veuve a retrouvé Fondavo, je pense qu'elle a retrouvé le souffle, elle a retrouvé le rire, elle a retrouvé la joie d'antan. Elles sont pour la plupart dans l'informel et ont vu leur activité connaître ralentissement. En cause, la pandémie au Covid-19, un coup de main est salvateur. Ce qui se pose aujourd'hui pour les veuves dans le cas du Covid, c'est le problème de santé. Parce que n'ayant plus les moyens, n'arrivent pas à se prendre en charge. Nous avons distribué aussi des vivres pour pouvoir aller manger. Parce que pour avoir la santé, il faut bien manger. Nous avons distribué les crédits. S'occuper des veuves pour qu'ils s'occupent de leurs enfants, c'est d'anticiper pour éviter que des enfants, des orphelins se retrouvent aigris et que quelqu'un mette les armes entre les mains et pour qu'ils puissent trouver la paix sociale. Et donc je souhaite qu'à l'occasion de la Journée internationale des veuves, qu'il y ait une politique spéciale qui soit faite à l'endroit des veuves pour les venir au secours sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan de la psychologie. Elles sont donc 200 à être prises en compte par cette action. Le Fondavo, c'est 25 ans d'existence au service des veuves et orphelins, avec pour prime ambition la lutte aux côtés des pouvoirs publics contre les discriminations dont ils sont souvent victimes. On en vient à présent à l'actualité du jour avec le MIFA qui a 3 ans aujourd'hui. Le mécanisme incitatif de financement agricole est un outil innovant parmi tant d'autres sur lequel le gouvernement mise pour booster l'agriculture. Ces 3 dernières années, plusieurs producteurs agricoles ont bénéficié des financements et accompagnements pour développer leur activité. Mais au-delà, le MIFA a aussi cette vision de structurer les chaînes de valeur agricoles. 3 ans après le lancement du mécanisme, quel est l'impact réel sur le terrain? Quels sont les défis à relever pour les prochaines années? Les éléments de réponse dans ce document signé Dodo Wari. Production, transformation et commercialisation, aucune chaîne de valeur n'a été laissée pour compte. Le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, a su apporter ces 3 dernières années une plus-value au secteur agricole. En 3 ans, plus de 1400 coopératives structurées et 202 000 producteurs accompagnés. Des millions ont été mobilisés et des appuis sous diverses formes apportés aux différents acteurs du monde agricole. Le MIFA, en 3 ans, a pu mobiliser environ 27 milliards de francs CFA de financement pour le secteur agricole. Ces financements sont allés sur un certain nombre de maillons. Nous pouvons parler du maillon transformation qui a obtenu 6 milliards sur les 27 milliards, soit 22%. Nous avons également le maillon production qui a obtenu 4 milliards de francs CFA, soit 14%, et également le maillon commercialisation qui a obtenu 15 milliards, soit 58%. Nous avons pu accompagner 211 000 acteurs dans le secteur, dont 202 000 producteurs sur les 3 ans d'existence du MIFA. Des agriculteurs qui n'existaient que de nom ont vu leurs fermes s'agrandir et leur quotidien changer. Les roues ont été abandonnées au profit des tracteurs, des intrants et des semences améliorées permanemment mises à leur disposition. Le MIFA a généré des revenus inattendus aux producteurs. Il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la houe, ce qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'au-delà de 30 hectares aujourd'hui. Bon, le MIFA nous a aidé en intrant. Plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. L'arrivée de MIFA nous a permis d'accroître nos activités en quittant de 400 tonnes à 1300 tonnes. Et ça nous a permis également d'avoir du crédit pour l'achat de notre matière première. On était à moins de 500 par mois, mais grâce au financement de MIFA, maintenant, on peut sortir jusqu'à 4000 et on envisage même dépasser cela. MIFA nous a aidé par le biais d'une banque Sojumef. On a équipé nos trucs, après le tricycle, augmentation des machines qu'on est en train de fabriquer. Nous voulons aller à 3000 litres par jour
On n'arrivait pas à produire beaucoup parce qu'on n'avait pas de bonnes semences. Aujourd'hui, elle nous procure des semences de qualité et nous arrivons à accroître nos productions. En plus, après la récolte, on livre tout directement à la société. Elle nous paie en retour et on gagne beaucoup. On arrive facilement à payer nos loyers, à prendre bien soin de nos enfants et femmes. Bien plus, de nouveaux entrepreneurs agricoles ont vu le jour et des milliers d'emplois créés. De 274 846 emplois que nous avons pu créer, consolider dans le secteur agricole, dont 240 000 emplois temporaires, étant entendu que le secteur, les activités agricoles sont des activités saisonnières. Des résultats qui ont fait aujourd'hui de ce mécanisme une société anonyme dans laquelle l'État détient 49% des parts et le secteur privé 51%. Cependant, le chemin reste à faire pour davantage dynamiser le secteur. Et les objectifs que nous avions, c'est 1 million de producteurs à accompagner sur 3 ans, soit environ 350 000 producteurs par an. À ce jour, nous sommes à 202 000 producteurs accompagnés. Donc vous voyez très bien que le défi est encore énorme, le challenge est encore là. Le challenge pour nous, les prochaines années, c'est de trouver le moyen de mobiliser plus de ressources et plus d'acteurs qui permettront d'accompagner ces petits producteurs qui sont au cœur de la feuille de route du gouvernement. Le challenge également pour nous, c'est de mettre en relation le maillon production avec l'agrobusiness. Les entreprises qui sont dans l'agrobusiness, qui sont dans la transformation agricole, ne peuvent bien fonctionner que si elles ont accès à la matière première. Et donc, ceci signifie que nous devons trouver le moyen d'accompagner ces producteurs à avoir suffisamment de ressources pour augmenter leur production, pour avoir des productions de qualité, ce qui nous permet de les mettre en lien avec les entreprises de transformation dans le secteur agroalimentaire pour que ce challenge de développement industriel de notre pays soit relevé. En tout cas, le MIFA semble se parer à toute éventualité pour assurer le financement nécessaire à la modernisation et à l'industrialisation du secteur agricole togolais. Sortie médiatique de la SNB, Société Nouvelle de Boissons, cet après-midi. La direction de la SNB s'insurge contre l'augmentation du prix de ses produits par le syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une note portant augmentation du prix des produits de la SNB. Edem Sousoupo pour les précisions. La SNB, Société Nouvelle de Boissons, est ferme. Le prix de ces produits reste inchangé sur toute l'étendue du territoire national. 500 francs CFA pour les bières Diamant et 350 francs CFA pour les boissons gazeuses Chap. Cette sortie médiatique de la SNB fait suite à la note circulaire rendue publique à travers les réseaux sociaux par le syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo, Sinaterto. Le dit syndicat, selon la SNB, a imposé une augmentation de 20% sur les bières et 14% sur les boissons non alcoolisées Chap. La SNB dénonce cette augmentation unilatérale qu'elle qualifie d'arbitraire et de manque de considération grave à l'égard du consommateur. Ni de près, ni de loin, la SNB n'est associée à cette démarche. Les prix de gros n'ont pas changé, les prix de par usine non plus n'ont pas changé. C'est 2 ou 3 personnes qui se sont réunies pour décliner une cascade tarifaire d'une entreprise qui est la nôtre. Et c'est gravissime. On va entamer une série d'actions terrain opérationnelles pour voir effectivement si les prix ont changé ou pas. Mais déjà, la tendance au niveau des points de vente, la tendance montre clairement que les gens vont rester sur les anciens prix. La SNB compte mener des actions urgentes à la mesure de cette décision qui n'a ciblé que ses produits. L'acte posé a une grande portée économique pour nous et de même une grande portée juridique. Donc notre réaction sera à la hauteur du préjudice causé, ce qui veut dire que nous allons tenter effectivement des actions pour comprendre. Distributeurs agréés et représentants des consommateurs s'insurgent également contre la note circulaire du Sinaterto. Nous condamnons tous ce communiqué. C'est un communiqué qui est mal tombé. Le distributeur à 10%
et le détaillant a déjà 20%. Pour l'augmentation ou bien la révision des prix, et ne serait-ce à la hausse comme à la baisse, il faudrait que les gens puissent aller vers un processus de négociation. Une association est là pour défendre les intérêts de leurs membres, mais lorsqu'il s'agit d'augmenter un prix ou bien de réduire, ils doivent passer par les mécanismes appropriés. Les anciens prix sont donc maintenus pour la SNB. Elle refute toute hausse, surtout en cette période du Covid-19. Elle compte activer davantage son équipe de veille concurrentielle pour que les prix homologués soient respectés. Le Café littéraire, comme annoncé, a présenté hier l'ouvrage Le trône royal de Monseigneur l'archevêque de Lomé, Nicodème Barriga, une pièce de théâtre qui retrace les rites successoraux des rois en Afrique. Nous reviendrons plus en détail sur la présentation de l'ouvrage dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.